et bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Monroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Voilà, bonjour Fabienne qui vient de... Alors, histoire de rentrer dans le vif du sujet et de parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui de manière concrète, on va rapidement faire une petite définition de ce dont on parle. Euh, Rapidement, parce que l'idée, c'est, voilà, comme je dis, d'aller quand même dans du concret. Donc, on pourrait passer 1 heure déjà à définir ce que sont que les résistances. Donc, on va essayer de faire ça assez vite, mais on va vérifier quand même qu'on parle bien de la même chose. Donc, ce que je vais vous proposer, si vous voulez bien, c'est d'utiliser le chat et puis peut-être en quelques mots d'écrire vous ce que c'est que pour vous les résistances. Tout le monde utilise l'hypnose comme outil. Voilà, peut-être que des psychologues évoqueraient ça d'une autre manière que nous. On ne cherche pas à faire des définitions de dictionnaire, mais juste qu'est-ce que c'est que pour nous, dans nos accompagnements, que les résistances. Et après, je vous demanderai de donner des exemples de manifestations qu'on peut rencontrer. Donc là, une phrase globale. Alors, oui, alors effectivement, Sacha, difficulté à lâcher prise au moment des séances, tu parles du scan corporel. Euh, oui, en plus, tu précises le scan corporel, c'est vrai que d'aller dans le corps, d'aller porter son attention au niveau du corps, pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile quand on a pour habitude de fuir ses sensations, c'est-à-dire fuir ses émotions, et elles se manifestent par des sensations physiques. Donc, venir amener l'attention au niveau du corps, pour certaines personnes, c'est extrêmement compliqué parce que ça va les ramener justement à ce qu'elles veulent fuir. Donc, oui, il peut y avoir de la résistance à ce niveau-là, effectivement. Donc là, on est dans les manifestations. Ça peut se manifester comme ça. Alors, blocage, réflexe, mémoire, croyance. OK. Jean-Pierre, OK. Alors, après, on peut rencontrer des croyances et puis pouvoir les transformer dans le monde idéal du développement, de l'évolution. Voilà, c'est magique. Ah oui, je mets le doigt sur cette croyance, va changer instantanément. Parfois, ça arrive. Donc, il n'y a pas toujours des blocages, mais bah, souvent, effectivement, les croyances limitantes peuvent donner lieu à des blocages, ça peut. En tout cas, oui, elles viennent souvent de peur, des résistances, en tout cas au moins de peur d'une partie, d'une part. Peur du changement, effectivement. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que donc les personnes viennent souvent avec un désir de changement. La plupart du temps, ce sont les personnes qui viennent nous voir. Elles veulent changer quelque chose, faire disparaître quelque chose ou améliorer quelque chose. Pour autant, les changements peuvent impliquer des choses assez importantes pour la personne. Et ça peut être du coup un changement qui peut être envisagé par une partie du système comme pouvant poser problème ou susciter des peurs. Je donne un exemple. Une personne qui est sur un système sympathique voilà, très fort, qui vit beaucoup de stress, d'angoisse et qui vraiment est basé sur un système comme ça,
Elle consulte pour, gagner en sérénité et justement lâcher un peu de ce stress-là qu'elle vit tout le temps. Il se peut qu'à un moment donné de son évolution, de sa structure, ce système, d'angoisse se soit mis en place à la place d'autres choses. Par exemple, on imagine un enfant qui était en dépression, qui était dans une forme de tristesse et qui vit ça, très, très mal parce que, ben, l'émotion de tristesse, est très plombante donc peut faire ressurgir des angoisses de mort. Si je fais un raccourci, vraiment, un raccourci très gros. Mais en gros, voilà, on peut se l'émotion du stress et de l'angoisse, parce qu'elle amène, une mobilisation du système en termes, d'hormones et cetera, peut remobiliser. Donc il peut y avoir et bien évidemment, ce sont des choix inconscients, mais à un moment donné, il peut y avoir dans le système quelque chose qui dit: «Plutôt le stress que la tristesse». Parce que je gère mieux ça. Parce que, pour moi, c'est plus confortable malgré tout d'être stressé que d'être triste. Donc c'est la personne, au moment de lâcher cette angoisse et ce stress, et ben, elle va du coup laisser plus de place à ce qu'elle ne veut pas vivre et à ce qu'elle fuit à la base. Donc il peut y avoir une résistance de son système à aller vers plus de sérénité parce qu'il y a la peur que l'attende au tournant cette tristesse, surtout si c'est quelque chose d'enfoui qui n'a jamais été vraiment, «travaillé» entre guillemets. Donc on va pouvoir avoir des freins dans l'évolution et dans le fait de lâcher ce stress. Donc l'enjeu qu'il y a derrière pour la personne est hyper important et si on est, avec des personnes qui n'ont pas beaucoup, d'expérience dans le travail sur eux-mêmes, ils vont pas forcément avoir conscience de ça. Ils vont peut-être même pas du tout en avoir conscience. Ils vont peut-être se dire: «Mais je comprends pas, avec tout ce que je fais, bah, je suis toujours stressé, je comprends pas, ça marche pas». Bah, ouais, mais en fait, l'enjeu il est fort derrière, donc je lâche pas. Et exemple plus basique, ben, le fumeur, qui, par les moments où il fume, s'autorise à faire des pauses alors que et donc le système se dit: «Mais s'il y a plus la clope, quand est-ce qu'on va faire nos pauses?» Ou ça peut être des moyens pour se connecter avec d'autres. Par exemple, le conjoint fume aussi, c'est des temps où on va, ensemble fumer une cigarette et cetera. Je n'ai plus ces moments-là. Quel est l'enjeu au changement? Et si l'enjeu, fait très peur, bah, derrière, il va y avoir, beaucoup de résistance. Plus la peur est grande, bien sûr, plus la résistance va être forte. C'est pour ça que, bien sûr, nos entretiens, où on va, poser les choses, hein, vont être intéressants pour, tenter de de venir ramener à la conscience des éléments qui sont peut-être pas, conscientisés. Après, parfois, on peut avoir conscience de ces éléments-là et c'est pas suffisant. OK, donc des peurs, des freins, des blocages qui arrivent au moment d'aller vers le changement. Effectivement. Alors, le changement est un processus naturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de travailler sur soi pour changer, pour évoluer. Tout le monde le sait, dans la vie, on évolue, c'est comme ça se fait de manière naturelle. Donc l'être humain, il est, constitué, de ça, voilà, de l'évolution et en même temps, on est aussi constitué d'un élément, qui fait qu'on cherche la sécurité et donc tout ce qui est connu et su et routinier est extrêmement rassurant pour une partie de nous et donc tout changement fait très peur. C'est l'inconnu, l'inconnu fait très peur. L'inconnu, par définition, pour un être humain, je parle, heu, au niveau, biologique, animal, hein, de comment on est constitué, bah, c'est potentiellement une menace de danger. Qu'est-ce que ça va donner? Donc à la fois le changement est un processus naturel et à la fois, il y a aussi quelque chose en nous qui va freiner les changements par peur de la nouveauté. Donc on va être dans jongler entre ces 2 tendances qui sont, vraiment intrinsèques à l'être humain. Par rapport aux manifestations, donc tout à l'heure on en parlait avec Sacha, ben, difficulté à lâcher prise au moment de l'induction, par exemple, hein.
pour nous qui sommes, praticiens en hypnose. Est-ce que, vous pourriez donner des exemples dans le chat là, d'autres types de manifestations, de résistance qu'on peut rencontrer avec nos consultants? Pas seulement au niveau de la séance d'hypnose, ça peut être plus global aussi. Aphantasie. Alors Lucie, tu peux expliquer s'il te plaît ce que ça veut dire? Oui, je peux expliquer, bonjour. Bonjour, je ne sais Heu, pas ce que c'est. oui, en fait, la fantaisie, c'est, le principe de ne pas réussir à visualiser. OK, En fait, c'est une personne, j'ai une patiente actuellement, heu, qui ne visualise absolument rien d'imaginaire. C'est-à-dire que, les endroits où elle a déjà été, elle arrive à les visualiser. Par contre, si je vais lui demander un exemple comme ça de chosifier une douleur, bah, elle arrivera jamais à le faire puisque, de par son imagination, elle n'arrive pas à le produire OK. visuellement. Ce phénomène, je le connais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. OK, je te remercie. Alors Avec ça, plaisir. tu vois, ça va pas forcément être une résistance. Ça va être, une personne qui est câblée comme ça, j'en ai eu aussi. Il y a des personnes, c'est comme ça, la visualisation est difficile. Donc là, ça va plutôt être une caractéristique de son fonctionnement. Donc là, tu vas pouvoir l'inviter à imaginer, on va dire, voilà, sans utiliser le mot visuel, à imaginer par d'autres moyens. Les personnes qui ont du mal à imager vont par contre, elles, être plus dans le ressenti, par exemple. Donc, quand tu arrives dans ce lieu, ça fait quoi au niveau des sensations? Comment tu ressens, cet endroit où tu te trouves? Ça peut être ça. Oui, complètement. Bah, c'est ce que j'ai mis en place parce qu'effectivement, niveau kinesthésique, elle est beaucoup plus développée finalement que les personnes lambda. Voilà. Mmh, Donc là, on va plus le ranger dans une catégorie de structure de la personne, à laquelle, effectivement, il va falloir qu'on s'adapte. Cathy, oui, le non-verbal, le langage corporel, effectivement. Alors le coup classique, on est en entretien, moi j'avais une consultante, c'était comme ça. Dès que j'ouvrais la bouche, elle croisait les bras comme ça devant, en fermeture totale. OK, d'accord. Bon, ben là donc oui, là, c'est une manifestation très nette, très claire, hein. On voit que la personne a, ben, une attitude de fermeture, effectivement, et ça fait partie du jeu, hein. C'est vrai que petite chose, enfin petite chose, grande chose hyper importante, c'est que, les résistances, surtout avec l'hypnose. On nous parle sans arrêt de contourner, en fait. On parle beaucoup de ça, on contourne le conscient, on contourne, on a l'idée comme ça qu'on se faufile et cetera. Ce qui peut d'ailleurs générer beaucoup de peur, chez les gens parce que c'est un peu l'idée, mais comment c'est insidieux? Comment ça se passe? Il y a cette idée, il y a ce mot, qu'on entend beaucoup de contourner. Heu, Or, les résistances, pour quelqu'un qui s'engage dans un processus, d'évolution, elles sont juste normales. Elles font partie du processus. Je veux dire, c'est extrêmement rare d'avoir quelqu'un qui arrive et voilà, il traverse ça, c'est magique, c'est magnifique et il repart. Voilà, ça fait vraiment partie d'un processus de changement. Quand déjà quelqu'un qui prend rendez-vous avec nous, il est déjà dans quelque chose qui résiste un peu, parce qu'au demeurant, on peut arrêter de fumer tout seul. Il y en a plein, hein, des gens qui arrêtent de fumer tout seuls. On peut, évoluer ou se mettre dans un processus de changement tout seul. Mais si quelqu'un prend rendez-vous, c'est qu'il est en difficulté déjà. Ça commence déjà là. Donc forcément qu'il y a des chances qu'à un moment ou à un autre, on rencontre un petit frein, un ou grand frein, voilà, que ça se présente. Ça fait partie du processus. Voilà, perte de poids, arrêt du tabac en 2, 3 séances, mais qui ont envie de travailler au-delà de ça, bah, effectivement, c'est notre communication sur comment on travaille qui va permettre de le clarifier, de le poser. Ouais. Oui, Jean-Pierre, crispation, agressivité, carrément. On peut avoir des gens qui se mettent en colère et c'est le typique: «Ça ne marche pas, vous êtes nuls». Alors, en général, on n'a pas ça en pleine face directement, mais clairement, on peut être remis en cause, hein. C'est parce que, bah, on n'a pas compris ou notre technique ne marche pas, oui, mais là, il y a des personnes qui peuvent faire retomber la faute
sur nous, en fait, hein, clairement. Donc ça, c'est une manifestation, effectivement, de résistance et ils vont remettre en cause, effectivement, notre méthode, notre manière de travailler même. Donc oui, créer le lien de confiance, ça va être, en tout cas dans les manifestations de résistance, ramener de la sécurité va être effectivement primordial parce que, bah, ça crée, effectivement beaucoup d'insécurité pour la personne. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Et oui, au moment de la séance, comme le dit Florence, oui, on peut, effectivement, bah, poser tous ces fusibles, rassurer et cetera. La difficulté, une des manifestations premières qu'on pourrait citer malgré tout, quand même déjà, sont les gens qui rappellent jamais, sont les gens qui arrêtent de venir, sont les gens, on ne saura pas ce qui s'est passé pour eux parce qu'ils nous le diront pas, mais je vais pas venir au rendez-vous ou je vais pas reprendre rendez-vous. Je vais dire: «J'arrête là, parce que ça devient trop compliqué, donc je ne viens plus». Et en fait, c'est le cas, bah, le plus triste et le pire parce que, bah, on ne peut rien faire en fait, hein. À partir du moment où la personne arrête de venir, c'est fini. Donc on a quand même déjà ce gros souci. Quand on a la personne, qui prend la peine de nous expliquer qu'elle ne viendra plus, on peut lui proposer, éventuellement, de ne plus travailler sur ce qui l'amène à la base, mais simplement: «Est-ce que vous voulez, bah, peut-être, faire une séance d'hypnorelaxation?» ou, qu'on lâche un peu sur cette difficulté, qu'on évoque, bah, ce qui se passe pour vous en ce moment. On peut lui proposer ça, pour maintenir le lien, mais en faisant une pause, sur, la problématique, qui l'amène au départ. On peut proposer ça, mais ceux qui ne rappellent pas, bah, là, on ne pourra rien faire. Oui, la personne peut se méfier, hein, de nous, effectivement. On peut imaginer que quand ils viennent et qu'on a eu le premier contact au téléphone, que la première séance s'est déroulée, le lien de confiance se tisse, c'est l'idée. Hem, En tout cas, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est dans l'explication de comment je travaille, je ramène toujours la responsabilité au consultant. Enfin, j'explique bien, hem que dans ma démarche, la démarche est globale et que, la personne elle a un rôle important à jouer. Parce que, pour éviter, bah, que les personnes ne s'en réfèrent qu'à nous, hein, comme étant un peu les sauveurs et on va les sauver, bon, bah: «Ah vous m'avez pas sauvé, c'est de votre faute». Bon voilà, pour éviter ça. Bien, alors après ils l'entendent ou pas, mais quand même notre manière de communiquer, d'expliquer notre travail, elle a vraiment son importance. Plus on va communiquer, comme je vois, la communication, mais plus on va dire, «Micheline, en une séance, a complètement, retrouvé tout son calme, s'est débarrassée de son stress en une seule séance». Bah, si on communique de cette manière-là, bah, on peut présager qu'il y a d'autres personnes intéressées par la baguette magique et par, «Ah bah oui, elle va me faire une séance, puis ça va se faire tout seul», vont venir à nous. Parce que c'est ce qu'on présente, en fait, de notre travail. Vous voyez le truc? Pour autant, évidemment, qu'il y a des séances, très puissantes, qui apportent énormément, je ne dis pas le contraire, mais insister et présenter ça, encore et plus, insister sur l'outil de l'hypnose, à quel point c'est extraordinaire, à quel point et ben, ça, les gens, ils le perçoivent, ils disent: «Ah ouais, c'est génial», enfin, en fait, on remet la puissance du changement sur l'outil. C'est l'hypnose. Présenter, alors, bien sûr, on parle de ce qu'on fait, mais ce pour moi, ce qui est top, c'est en même temps d'évoquer, cet engagement de la personne parce que sinon, le message qu'on donne, c'est: «Voilà, moi j'utilise une technique, c'est l'hypnose, c'est génial. En une ou 2 séances, vous vous débarrassez de vos problèmes, c'est un outil extraordinaire». On dit pas magique, mais voilà et les personnes vont dire: «Ah bah oui, moi je veux faire cet outil parce que, bah, il est extraordinaire». L'outil, je viens à la recherche de l'outil et le truc, c'est que si on est à la recherche de l'outil,
Bah, donc comme je disais, le changement repose sur l'outil, pas sur nous et l'engagement. Or, il y a des personnes, je pense à un consultant, on va pour faire une séance d'exploration. Non, ça veut pas, non, je peux pas, aucune possibilité de communication, c'était complètement fermé. Pas possible. OK, très bien, bah, OK, bah, non alors. 3-4 séances plus tard, là, oui, on est rentré en contact, enfin, il est entré en contact et il y a eu des choses qui sont passées et cetera. Mais je suis la même, je propose, la même chose, sauf que lui, à cette séance qu'il avait fait, il était pas du tout en ouverture et pas OK, et que, 4 séances plus tard, c'est OK. Donc en fait, c'est passé quoi? C'est pas la technique, c'est sa disposition à aller, vers la technique. Donc une des manifestations, c'est ça aussi, c'est: «Non, ça veut pas. Non, ça me dit rien. Non, je peux pas y aller. Non», voilà, bah, c'est bloqué. Oui, tout dépend de la problématique par rapport au nombre de séances, effectivement. Mais c'est toujours pareil. Ça dépend, alors pour moi, ça ne dépend plus de la problématique. Parce qu'en fait, hem, mon approche, je vais dire que c'est une approche centrée sur le consultant et pas une approche centrée sur la problématique. Je ne Alors j'étais obligée, je revois ma fiche Google parce qu'elle est référencement minable de ma fiche Google, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc on m'a dit: «Faut mettre les mots-clés que les gens cherchent avec l'hypnose, le tabac, la perte de poids, tous les trucs un peu classiques, faut que tu les mettes». Mais en fait, moi, je m'en fous des problématiques des gens. Enfin, c'est-à-dire que j'accompagne une personne, j'accompagne pas une problématique. J'accompagne une personne qui traverse une problématique et c'est très différent parce que du coup, ça me ça m'a permis de me détacher des résultats. J'accompagne comment vit la personne son processus de changement. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Quelles sont justement les résistances qui viennent? C'est là qu'est mon rôle. C'est-à-dire que dans les freins et les blocages qu'elle rencontre, comment est-ce que je peux l'accompagner? C'est comme ça que du coup mes accompagnements, sont de plus en plus longs parce que, je propose, après tout le monde n'a pas envie de le faire, mais bah, comme par hasard, les gens qui vont travailler avec moi, c'est des gens qui sont plutôt câblés aussi comme ça et qui ont envie de faire ça. J'accompagne à, bah, du travail sur soi, en fait. Je ne sais pas trop comment l'appeler, à une démarche qui est vraiment globale et qui est complète, de je ne sais pas comment le nommer, mais il y a le mot rapport à soi qui vient parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'amener les gens à développer une autre relation à eux-mêmes. Voilà, c'est ça mon rôle, moi. Enfin, c'est ce que je fais moi en tant qu'accompagnante. Mais je fais ça avec des gens qui viennent pour le tabac, pour le poids, pour tout. Je vais les inviter à aller au-delà, en fait, de la problématique. Je vais les inviter à aller regarder ce qui se joue pour eux dans cette problématique qu'ils traversent. Et donc, par truchement, ça va nous amener à des axes fondamentaux comme, bah, les croyances dont on parlait tout à l'heure, le rapport à leurs émotions et cetera. Tout ça surgira, au moment d'aller, voir ce qui se passe au niveau de la problématique. Pour le tabac, il ne se joue pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens, ils vont avoir, peur, de ne pas y arriver parce que ça renvoie une image d'eux, qui ça va être compliqué pour eux, ça va venir toucher leur, peut-être une croyance fondamentale en eux qui ne sont pas capables. Une des croyances qui peuvent se jouer, donc là, ça va venir toucher quelque chose de profond. Donc pour cette personne-là, ben, ce qui se joue va être différent, que pour quelqu'un d'autre qui va dire: «Beh, moi, la cigarette, c'est une compagne.
je suis seule dans ma vie, voilà, j'ai toujours eu la cigarette, elle a toujours été là, quoi que j'ai traversé, il y a ce lien, il y a, la peur de se retrouver seule et de devoir gérer seule, comme si la personne ne se sentait pas auto, sécure quoi. C'est-à-dire, j'ai besoin d'aide à l'extérieur pour pouvoir m'auto-accompagner. C'est une autre problématique. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que c'est pas: «Je vais appliquer, protocole d'arrêt du tabac, paf paf». Non, je vais plutôt inviter la personne, si elle le souhaite, à aller venir, toucher ce qui va être vraiment très profond chez elle. Ce qui fait qu'il y a plein de séances où on ne parle pas du tabac, du coup, avant d'arriver à la séance de fin, parce qu'il y a tout le travail avant sur, les choses profondes et si la personne est partante, alors, même le travail peut vraiment devenir quelque chose de plus approfondi, plus global. Dans les exemples que je donne, bah oui, là, peut-être, il va y avoir un travail sur le rapport à soi et dans le deuxième exemple de la personne qui se sent pas en capacité, toute seule, qui ressent avoir besoin d'une béquille, à quel moment, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est avec les émotions. Comment est-ce qu'elle peut, elle, mieux traverser ses émotions? On va partir sur un travail là-dessus. Oui, pour Google, clairement, il faut donner, les mots-clés, hein, ce qu'on dit Cathy. Là, je suis en train enfin de travailler sur, une espèce de site, primaire, mais voilà, où je vais pouvoir quand même mettre les mots-clés, encore une fois, parce que sinon on n'est pas référencé, mais dans un deuxième temps, pouvoir, dire comment je travaille. Après, il y a des gens qui viennent par le bouche à oreille, donc ils savent déjà un peu comment je travaille et quand j'ai des gens au téléphone, je dis quand même déjà que mon approche est globale et cetera et cetera et il y a des choses qui se sentent et il y en a qui vont être OK et d'autres pas. Il y a des gens, ils ont pas envie, ils disent: «C'est qu'est-ce qu'elle me fait cette meuf? J'appelle pas pour ça. Je veux de l'hypnose, je veux le protocole en 2 séances, machin» et très bien. On est assez nombreux pour que chaque consultant, aille vers, le praticien qui résonne, pour lui. Mais du coup, moi, ce que j'aime, ce qui m'a vraiment alignée dans mon boulot et qui me fait me sentir plus légitime, c'est que du coup, quand la personne, il y a pas la question de, je résiste, j'arrive pas à arrêter de fumer. Ah bah, le résultat n'est pas atteint, je n'arrive pas à arrêter de fumer. C'est quand même un peu ça aussi la question en hypnose qui peut faire très peur à beaucoup de praticiens, c'est que, bah, on vient nous voir pour une problématique et la personne, elle veut je reprends cet exemple qui est très classique. Je veux arrêter de fumer, je repars de chez vous, je fume toujours. Donc ça n'a pas marché, le fameux «ça n'a pas marché» et donc bah, voilà, nous on a toujours un peu peur que, bah, ça marche pas, c'est quoi ton quota de réussite, ton pourcentage, hein, parce que c'est, obligation de résultat. Mais comment on peut garantir un résultat quand on n'est pas entièrement, comment dire? Responsable du résultat? Je veux dire, le consultant est responsable à 50, donc je ne vais pas lui garantir un résultat parce que moi je ne sais pas ce qu'il va faire de ces 50. Donc c'est pour ça que je ne veux pas garantir de résultat. Mais je lui garantis, par contre, d'être là, d'être présente pour lui. Ça, c'est clair, d'être dans ma présence et de faire mon travail d'accompagnante. Ça, oui, je le lui garantis. C'est ça, c'est très clair et du coup, comme je l'invite à voir à se détacher un peu de cette problématique, de base pour aller voir ce qui se joue pour lui, ben, on est plus dans des questions de résultats. Ça se pose plus comme ça, en fait et ça, moi, ça m'a donné beaucoup plus d'alignement parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel, heu et pour moi et pour le consultant aussi, ça enlève la pression à tout le monde. Je l'accompagne dans son cheminement. Ben oui, comme tu dis, Sacha, la question de la motivation, oui, elle est extrêmement importante. Mais il y a aussi des gens qui vont dire qu'ils sont super motivés, puis en fait, au bout d'une ou 2 séances, on va voir que bon voilà, on peut aussi avoir de tout. Mais c'est vrai que, garantir le résultat, ben, je sais pas, moi ça me pas dans quelque chose où ça ne m'implique pas que moi. C'est quand même très bizarre. Du coup, les résistances dans nos accompagnements, un blocage, un frein, une personne qui veut pas y aller, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la question, elle est là. Comment,
Voilà, la personne n'entre pas en état d'hypnose. Voilà, il y a pas de séance d'hypnose. OK. Qu'est concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Hem, Est-ce que vous avez peut-être dans vos là, des cas de consultants où vous vous rappelez que vous avez senti qu'il y avait, des formes de frein, de blocage, que ce soit dans l'entretien ou après en séance? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez des exemples? Plutôt en séance, Sacha, oui, c'est là que ça va plutôt se poser. Vous pouvez décrire, vos exemples. Alors, je peux prendre la parole par contre. Oui, Alors moi, j'ai eu une personne, effectivement, j'ai eu 2 séances. Alors, je fais de l'hypnose humaniste, donc j'emmène vraiment les personnes en voyage. C'est pas moi qui leur induis les voyages, c'est eux qui me les font. Et la première fois que je l'ai emmené en hypnose, le scan corporel n'a pas réellement fonctionné. C'est une personne que je connaissais bien, je connais ses problèmes. Donc je dis ok, c'est pas grave. On est reparti pour une deuxième séance plus tard, et là j'ai réussi. Elle a réussi à partir un petit peu. Et j'ai bien vu, je l'ai emmené dans sa maison égotique. Et là, sa maison égotique, elle était complètement fermée. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre, il n'y avait rien du tout. Donc, on a continué le voyage, qui n'a rien donné, bien entendu. On est rentré, et là, elle m'a dit, c'est bon, j'arrête. OK. Donc là, c'est réellement une peur d'aller plus loin. En fait, c'est vraiment le blocage d'aller plus loin, Et oui, de rentrer en soi. OK. Merci pour ton partage. Alors, cette maison qui est toute fermée, OK. Est-ce que toi, je pars, hein, moi aussi. Est-ce que toi qui es là devant, cette maison, tu sais ce qui se passe pour cette maison? Est-ce que tu sais ce qui a amené cette fermeture? On peut alors parfois, il y a non, des fois c'est non tout le temps, on n'a aucune réponse. Est-ce que tu sens ce qui a amené de la fermeture ici? Oui, non. Et toi, face à cette maison fermée, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Est-ce que tu peux me partager, hem, ce que tu ressens là, devant cette maison fermée? Ça te fait sentir quoi? Ça peut être juste ça. Parce que du coup, c'est vrai que ça peut faire peur ou la personne, elle peut se dire: «Ah, ça marche pas, ah, j'ai pas de réponse». Mais en fait, juste, bah, c'est OK, juste qu'est-ce que ça fait ça, en fait? Qu'est-ce que ça fait d'être face à ça? Comment c'est pour toi? Effectivement, les séances d'exploration, sont super parce qu'elles vont permettre, à la personne enfin, c'est nous accompagnons la personne dans son voyage, on peut l'appeler comme ça, dans son expérience et c'est plus nous qui guidons une personne dans une expérience qu'on a déjà, prévue à l'avance et c'est vrai que, bah, je travaille comme ça aussi parce que c'est ce que je préfère et quand il y a des non, des je des ça veut pas ou voilà, on peut ramener alors tout à l'heure, ça a été dit aussi dans le chat, rassurer et cetera. On peut reposer, les choses pour rassurer la personne, effectivement. Mais plus quand on s'arrête sur un non, 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 bah, on peut avoir un sentiment, un peu que c'est enfin, je ne veux pas dire échec, mais voilà. Mais simplement, bah, est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe pour, cette part de toi ou qui dit non? Est-ce que tu l'envisages? Et s'il y a toujours pas de réponse, et toi, qu'est-ce que ça te fait, ressentir? Et puis f partir de ça, en fait, pour avoir une sen la l'idée que, bah, on a eu une information. OK, pour l'instant, c'est fermé et pour l'instant, ça peut faire peur. Bah, OK, parce que, le processus d'évolution, il prend du temps. Plus l'évolution a d'enjeux, plus elle est grande, plus ça peut demander du temps, plus c'est mobilisant. Est-ce que cette maison que tu vois toute fermée, elle peut te donner une idée, une image, un symbole qui représenterait ce dont elle a besoin pour s'ouvrir davantage? Est-ce que ça peut venir là? On peut peut-être voir ça. Parfois, il y a des choses qui peuvent surgir, une idée, une phrase, voilà. Pour une prochaine fois, pour plus tard, pour t'amener vers ce processus d'ouverture. Est-ce que ou alors, est-ce que toi là, tu aurais envie que ça s'ouvre? Est-ce que, tu aurais envie que ça d'explorer? Oui, mais non, j'ai envie d'arrêter. OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est de la peur qui surgit, très bien. Qu'est-ce qui peut faire peur?
Où serait le danger pour toi là, face à ça? Qu'est-ce qui pourrait surgir qui fait peur? On peut, si mais bien sûr, là encore, il peut ne pas y avoir de réponse, mais on peut en tout cas tenter, d'aller, non pas d'aller en force, parce que quand il y a résistance, hem, l'idée, ça va vraiment être d'être encore plus doux, parce que plus on va aller en force, plus ça va se fermer. Donc ça va être tout l'inverse, plus sécurisé, plus dans la douceur et plus nous, voilà, notre rôle dans notre posture, parce que forcément au début on va être là: «Hein, il faut que ça marche, hein», surtout quand on débute, on a vraiment, des attentes de: «Faut que ça fonctionne, et puis on peut se sentir un peu démuni et puis on va avoir, la personne elle nous dit ça: «Oh là là, mince, qu'est-ce qui se passe?» Donc bien sûr, plus on va rester, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'attente en tant que praticien et qu'on est juste à accompagner une expérience, quelle qu'elle soit, sans attente de ce qu'elle est, ça va nous permettre aussi de nous poser et d'être en capacité d'accueillir ça et de rester vraiment centré, solide et par effet miroir, hein, vous avez entendu parler des neurones miroirs, on va communiquer à la personne que nous, sa résistance, c'est OK. Enfin, je veux dire, ça ne nous fait pas peur à nous. C'est tout à fait normal, il y a aucun problème et on va vibrer ça, on va incarner ça. On pourra le dire, hein, aussi, hein, bah, oui, mais c'est tout à fait normal d'avoir des moments d'avoir le sentiment de rechuter, de revenir en arrière, de faire voilà, de reculer même par moments dans un processus d'évolution. On pourra le nommer, mais on va le vibrer et ça va vraiment aider la personne à agir de la même manière face aux freins, qui se présentent à elle. Et oui, Jean-Pierre, c'est exactement ça. La résistance du consultant n'est un problème que pour le praticien. La résistance du consultant n'est un problème que pour le praticien. Évidemment, hein, je dis ça, le consultant, il ne vit pas sa résistance comme, il n'est pas tout content, hein. En général, ça peut donner lieu à des moments très compliqués pour lui, évidemment, mais ce qui rend ça problématique, c'est parce qu'on le voit comme ça. Si d'un coup je me dis, on est tout à fait dans le processus d'évolution, je dirais même que ce que j'ai pu voir, c'est que au moment où on a l'impression que là vraiment on ne peut plus rien faire pour la personne, on ne sait pas quoi faire, c'est là que la personne touche le fond, s'appuie dessus, rebondit et remonte et a dépassé des choses. Donc à partir du moment où on a la confiance que ces moments un peu compliqués sont justement des moments clés dans l'accompagnement, des moments clés du processus. S'ils sont traversés, ça va amener à une évolution réelle. Ce sont des moments clés. Là, quand on touche une résistance, on touche au cœur là, de ce qui se joue. Donc au contraire, c'est génial, j'ai envie de dire. Si nous, on le voit comme ça change tout. Donc je suis entièrement d'accord avec ça, complètement. Ça réveille nos propres croyances, nos propres peurs par rapport à, nous en tant que praticiens. Je me rappelle, alors je vous parle d'un consultant qui il m'a donc il veut arrêter de fumer du cannabis. Il fume énormément du matin jusqu'au soir, je sais plus quel grammage, c'est truc de fou. Il m'explique, un peu ce qu'il vit et là moi je lui dis: «On travaille à un accompagnement global», je fais tout le laïus et je lui dis: «Au vu de ce que tu me dis, je voilà, je te proposerais, de partir, sur des choses, des axes, plus généraux, plus avant de démarrer l'arrêt». Parce que j'ai senti que voilà. «Oui, oui, je suis très conscient que ça va prendre du temps, je suis très conscient». Donc c'était quelqu'un qui était vraiment conscient de ça et il est donc venu et on a travaillé sur, plein de choses, sans, évoquer enfin sans faire, de protocole, d'arrêt, de quoi que ce soit, du tout. On a travaillé sur, le rapport à lui-même et cetera et il y a eu dans cet accompagnement une phase, de 3-4 séances hyper complexes où il arrivait dans des états, mais vraiment, mais de bas, mais bas, mais au plus bas et où là,
La question, c'était: «Qu'est-ce qu'on va faire?» parce qu'en fait, je dis: «Là, c'est même pas la peine que je lui propose une séance d'hypnose, c'est même pas la peine» parce qu'il y avait déjà eu une séance, celle dont je parlais tout à l'heure, où il avait pas voulu y aller. Donc je dis: «Là, vu l'état complètement fermé, complètement dans ces trucs de la spirale infernale, quoi, la spirale de l'enfer, de tout est» et puis, des choses, enfin du ouais, très lourdes, très noires, très, hyper complexes et alors, je sais que sur une séance, on a fait un soin énergétique. Il m'a dit: «Même sentir tes mains sur mon corps, c'était compliqué». C'est-à-dire que le contact physique, hein, la résistance, c'est ça aussi. C'est-à-dire, juste le fait d'être touché, c'était déjà ah! Donc là, dans des états comme ça, je pouvais être que présente. Voilà. Le recadrage, au secours, non mais là surtout pas, c'est le fameux, quand vous allez pas bien: «Mais t'inquiète pas, ça va aller», non pas du tout en fait, je suis en train de te dire que je suis au fond du trou, te enfin non, ou «Mais il faut positiver, il y a plein de choses super dans ta vie». Oui, non mais là, tout de suite, au moment où je te parle, justement, je ne les vois pas. Hein, on a tous, enfin, je sais pas si vous avez vécu cette expérience-là, mais de trucs qui tombent complètement à plat, où la personne, elle essaie de vous de remonter le moral et où mais non, en fait, à ce moment-là, c'est absolument pas ça dont on a besoin. Donc bah, là, c'est pas de recadrage, hein, parce que bon, compliqué ou alors tout petit éventuellement, voilà et de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute et puis tant pis si ça tourne en boucle. Ça peut tourner en boucle. Parfois, on peut essayer de ramener à des choses plus générales sur la vie de la personne et cetera. Mais là, c'était tellement enfermé que quoi que je dise, ça aurait fait effet, cheveux sur la soupe, quoi. Complètement incongru, ça a pas lieu d'être. Il était dans une telle détresse que quoi que je dise, ça aurait été dissonant. Donc écoute active, écoute active, écoute active, écoute active. Puis je ressortais des séances. Bon, ben, alors comment dire? Alors, bon, ben, bah, OK, bah, je sais pas. Bah, je sais pas moi ce que je peux faire pour lui, parce que là, moi, je sens pas de non, là, 1 fois, 2 fois, et puis il est revenu après cette phase, une séance où là, c'était plus la même personne. Il s'était passé un truc de fou. Tout le travail qui avait été fait depuis le début, il y avait des choses qui s'étaient, posées différemment. On était reparti sur quelque chose de beaucoup plus il était ouvert, voilà. On a fait une séance qui a été très belle, très puissante, voilà. Il revient, ça c'est pas une séance, qui va, débloquer tout un truc. Là, il est dans un processus de travail long, donc il est parti, loin, donc il repasse de temps en temps près de chez moi. Il a repris rendez-vous pour quand il reviendrait. Je ne sais pas où il en sera à ce moment-là, mais voilà. C'est-à-dire que là, moi, je n'ai rien fait, je ne pouvais rien faire. Alors parfois, ça peut être une séance d'hypno-relaxation. Si vous avez une autre technique, ça peut être un massage bien-être, un soin énergétique, mais encore une fois, le toucher peut être aussi très compliqué dans ces moments-là. Il faut que la personne soit déjà dans un minimum d'ouverture pour accepter ça. Ça peut être ça, séance d'exploration pour, aller voir ce qui se joue. Voilà, aller dans cette détresse, aller qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle a des informations à nous donner? Est-ce qu'elle a des besoins à nous transmettre? Mais là encore, il va falloir que la personne soit OK pour y aller et quand, tout ça, n'est pas, possible, bah, ça nous renvoie à ce qui est le cœur de notre boulot, en fait, c'est la présence. Être présent dans, cette solidité dont on parlait tout à l'heure ça fait partie du processus d'évolution, donc c'est OK. En tant que praticien, j'accueille ça, je traverse ça, c'est OK et avec aussi la considération positive inconditionnelle de Carl Rogers, qui est de voilà, une forme de confiance dans la nature humaine, l'évolution, bah, oui, tant que la personne est là, tant que la personne continue, on est dans le processus. Même si ça semble un peu, patiner, voilà. Évidemment, si on sent que ça devient vraiment, limite dangereux ou quoi que ce soit, on s'assurera que la personne, elle a un suivi à côté, peut-être médical, peut-être, psychologique, psychiatrique, si voilà, parce qu'on peut parfois avoir peur, hein.
Si on sent que la personne, elle touche des choses, peut-être presque parfois suicidaires ou voilà, hein, ça peut aller jusque-là. On s'assurera bien sûr qu'il y a un suivi complémentaire, au nôtre. Ça me paraît important, mais autrement, présence, voilà. Mais, cette question de la résistance, elle nous amène forcément à parler des résultats. Ce que j'avais mis dans un post parce que je pense que vraiment, ce qui nous fait, frémir, hein, par rapport à ces résistances, au fait que ça fonctionne pas, c'est qu'il y aura pas les résultats et la personne, elle vient pour des résultats et donc on va pas remplir notre mission. Donc, je trouve que cette manière de voir les choses amène énormément de stress pour tout le monde. Est-ce que certains voudraient partager, des expériences, des questionnements par rapport si vous avez en tête, des cas où vous avez vécu de la résistance dans vos accompagnements? Je vous raconte une anecdote, pendant que peut-être certains réfléchissent. Une consultante qui vient, âgée, qui est bloquée, pour faire pipi. C'est très compliqué pour elle. Donc elle vient pour ça, elle a ce problème depuis hyper longtemps, ça se compte en décennies, avec des phases où c'est mieux, d'autres c'est moins bien. Puis là, c'est vraiment pas bien. Alors son médecin lui a dit: «Bah, vous devriez faire de l'hypnose». Donc voilà comment elle arrive au cabinet. C'est cette personne qui, dès que je lui parlais, fermait les bras, hein, voilà, en position de fermeture. OK. Et un jour, donc je sentais déjà que, ça allait être un peu ardos. On le sent, hein, souvent, que ça va être compliqué, on le sent dès l'entretien. Et elle me dit un jour, entre 2 séances: «Ah bah, je me suis sentie beaucoup mieux, vraiment, hein, je me suis sentie vraiment plus joyeuse», tout ça, voilà. Heu, ben j'étais pas bien quand même. Alors là, je me suis dit: «Alors là, si même quand ça va pas, alors là, bah, c'est plus possible». Et ben, à l'instant où elle a dit ça, je me suis dit: «C'est mort. Jamais, enfin jamais, là, ici, dans ce cabinet avec moi, elle peut venir 10 fois, le problème ne se résoudra pas». Parce qu'en fait, cette personne, elle, dans ce qu'elle décrivait, j'avais pu voir qu'il y avait une dépression sous-jacente à laquelle elle ne voulait pas céder parce que il fallait tenir. Elle m'a dit: «Si je me laisse aller à ça, à la tristesse, à l'angoisse, eh ben, c'est pas possible». Donc elle tenait, elle tenait, elle tenait, elle tenait. Donc il y avait de la déprime et une angoisse de mort forte, derrière. Donc quand ça allait mieux, bah, ça allait pas, bah, non, parce qu'il y avait tout ça qui revenait. Son problème, pendant qu'elle est bloquée pour aller faire pipi et que ça occupe toute sa tête, elle est pas confrontée à ce problème de déprime et d'angoisse. C'est ce que je racontais tout à l'heure par l'autre exemple que j'ai donné au début sur le système de stress. Donc ce problème, il avait une fonction et il protégeait quelque chose de super important pour elle dans son système et je me suis dit: «Elle va pas lâcher ça». Parce que pour le système, il en est presque d'une question de vie ou de mort. Et comme il y avait, beaucoup de difficultés à aller dans des choses plus profondes, hein, c'était même dans l'entretien, ça tournait en boucle, c'était, «J'en ai marre, faut m'aider», enfin c'était puis, ça allait pas en profondeur. Je sentais que ça résistait déjà là, dans l'entretien, à aller dans des choses plus profondes. Je me suis dit: «Ça marchera pas». Elle est revenue une ou 2 fois, je crois, puis un jour, elle m'a appelée pour me dire: «Oh ben je vais arrêter» et je n'en ai été absolument pas surprise du tout. Je m'attendais, je ne savais pas quand elle allait arrêter. Elle disait: «Non, mais quand je suis là, moi, je suis bien, hein, quand je suis là, je suis très bien, mais bon, voilà». Il y avait cette fonction, du problème et au moment où elle est venue, elle n'était pas prête à ce que cette fonction, soit changée, et soit, traversée et ça, c'est aussi pour, tout à l'heure, Jean-Pierre, tu disais prendre de la hauteur. Oui, oui, c'est ça, c'est le bénéfice secondaire, exactement, l'intention positive. C'est Florence qui nous parle de bénéfice secondaire. Il y a des moments où la personne, c'est pas le moment, en fait. Voilà. Et oui, il se trouve qu'elle est venue faire un petit bout de chemin avec nous. Elle va pas aller jusqu'au bout, elle va arrêter avant. Ça peut être très frustrant pour nous, ça. Et on peut se dire: «Mais qu'est-ce que je fais de mal pour que les personnes ne restent pas?» Ben, en fait, rien. Enfin, c'est juste que la personne, elle est pas pour l'instant prête.
C'est OK ça et ça fait partie aussi de notre boulot. Donc là encore, avoir vraiment ça en tête, ça nous aide à tenir le cap, à rester, alignés, à rester, dans notre sentiment de confiance. Peux te dire quelque chose? Oui, bien sûr, Florence. Oui, bonjour à tous. De plus en plus, quand je rencontre des résistances, après ça marche pas tout le temps, ça dépend des personnes, je m'adresse vraiment directement à l'inconscient. Et j'ai eu une séance récemment où quand je m'adressais directement à la personne, il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Et quand je demandais à l'inconscient d'envoyer un truc, une solution, un symbole, quelque chose pour avancer, hop, ça marchait direct. Et à la fin de la séance, elle m'a dit: «Ah ben heureusement que vous demandiez à mon inconscient parce que moi je ne savais pas». Alors ça m'a fait sourire parce que son inconscient, c'est elle. Mais mais c'était vraiment flagrant. Ça m'arrivait aussi avec une autre jeune fille, je lui proposais, je propose toujours, hein, j'impose rien, de se débarrasser de certains cailloux qui symbolisaient des choses et sans surprise, elle voulait pas s'en débarrasser. Alors parfois, je propose de Mmh. transformer, mais là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adressée c'était la 2e séance, je pense, donc je savais comment elle était, qu'elle avait mis des barrières et là, je me suis adressée directement à son inconscient et je le fais de plus en plus en disant: «Écoute inconscient, je comprends bien en fait que tu as voulu aider un tel ou une telle, tu as voulu la protéger, tu avais vraiment une bonne intention, mais là, ce que tu fais, le mécanisme que tu as mis en place, ça empêche un tel ou une telle de faire ceci ou de faire cela, c'est inconfortable pour elle». Donc il y a forcément des moyens beaucoup plus confortables et cetera et j'ai remarqué que souvent, bah, ça lève le truc parce que et en fait, l'inconscient a besoin d'être rassuré et alors ça porte pas toujours ses fruits, mais je trouve que vraiment, ça peut apporter de belles choses et je tente le coup parce que de toute façon, ça coûte rien du tout et c'est vraiment, enfin, assez efficace, c'est même bluffant et et c'est comme s'il y avait vraiment un autre lien qui se crée avec l'inconscient et puis il avance parce qu'il a été rassuré, en fait. Mmh. Heu, tout simplement et ça peut vraiment donner des trucs chouettes et ça peut même casser le cercle vicieux et commencer à rentrer dans un cercle vertueux parce que plus la personne voit qu'il y a un petit truc qu'elle a réussi à faire, à changer, même si elle n'a pas mis le curseur exactement où elle voulait dans son objectif, le fait d'avoir vu qu'il y avait quand même un changement qui pouvait s'opérer, la tendance s'inverse et puis elle prend confiance en ce qu'elle peut faire elle, heu, quand elle est en séance, d'hypnose. Donc voilà, je trouve le truc intéressant. Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'avec les séances d'exploration, telles que je les pratique, on s'adresse toujours à, soit une sensation qui aurait des choses à te dire, soit une part et donc c'est une autre part d'elle, hein, voilà, c'est donc le dialogue effectivement se fait à un autre endroit, effectivement. Hem, dans le travail avec les parts, il y a, ce que je fais beaucoup, c'est amener la personne dans alors, j'ai découvert qu'il y avait toute une méthode, hein, sur ce travail avec les parts que je connaissais pas, l'Internal Family System, et qui a un bouquin d'ailleurs dessus où et donc cette part, que moi j'appelle, l'essence profonde, l'espace du cœur, voilà, cet espace-là, il est appelé le self, dans cette méthodologie-là. J'invite la personne à se placer dans son espace du cœur et de là, d'aller dialoguer, écouter avec d'autres parts, d'autres et ça fait un peu ce que tu te dis, c'est-à-dire comme si, bah, la dissociation en fait, hein, ça revient à ça, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, Il y exact. a À ce titre, il y a des exemples dont je me suis inspirée et qui, en plus, expliquent le système des traumas. Je le dis si ça peut intéresser, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. C'est le livre de Olivier Piéfort-Marin. J'ai pris certaines choses de ce qu'il explique, ce sont des «protocoles» entre guillemets, mais après on en fait ce qu'on veut. Après on s'en inspire et puis on suit ce que la personne donne. Mais c'est vraiment, très intéressant parce que là aussi ça c'est exactement de ce quoi tu parles. On fait jaillir une lumière au niveau du cœur et puis ensuite voilà, on fait rentrer dans un cercle de lumière, différentes parties. Puis après moi j'adapte en fonction de si c'est l'enfant, l'ado et cetera et moi, je le conseille ce livre parce qu'il est pas très long à lire. Il explique bien les comment fonctionnent les traumas et on peut changer même sa façon de voir les choses suite à ça et titre du livre, ouais, je vais le mettre dans le chat, c'est
Si vous me permettez 2 secondes, je vais aller le chercher, c'est quittez pas. Vas-y, vas-y. Mais ce qui est hyper intéressant quand on va permettre à la personne d'être à l'écoute. Pour moi, c'est une mine d'or. C'est psychothérapie des traumatismes complexes, une approche intégrative basée sur la théorie des états du moi, blabla. Enfin, c'est Olivier Piedfort-Marin. Si vous tapez Olivier Piedfort-Marin et Louise Ça va sortir. Redeman, psychothérapie des traumatismes complexes, vous trouverez après. Et il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Et bah, je m'en suis inspirée et souvent quand je sens que c'est un peu compliqué au niveau, enfin, que la personne a un passé un peu lourd, j'utilise souvent ce qui est dans ce bouquin, en tout cas des petites techniques comme ça, pour faire un ménage tout en douceur et éviter les effets rebonds aussi. Parce que si on y va de façon trop abrupte, la personne peut en souffrir un petit peu après la séance. Faut y aller faut y aller au rythme de la personne, ça on le sait tous, mais c'est justement, ça permet de, de, de stabiliser l'état avant d'aller à la d'aller se confronter directement au trauma. Et parfois même, souvent, j'ai remarqué que ça évite d'aller se confronter directement au trauma parce que on répare tout en douceur. Donc voilà, je trouve bien. Oui, et bah, dans les séances d'exploration que je pratique, en fait, on ne peut pas aller trop enfin, comment dire? Comme tout vient de la personne, elle ne vient que ce qui est OK pour elle. Voilà. C'est-à-dire, les images, les symboles, ce qu'elle en comprend, ce qui lui est donné, ça ne vient que d'elle. Donc du coup, ça évite cet effet, «Oh là là, on est allé trop loin», parce que du coup, moi je ne guide pas, en fait. C'est la personne vit son expérience. Et avec, la prise de conscience qu'en fait, tout vient d'elle. C'est ce que tu disais, Florence, tout à l'heure, ça permet vraiment de gagner en confiance, en stabilité intérieure, de se dire: «Mais en fait, oui, toutes les réponses sont en moi». Et ça, dans les séances d'exploration, c'est hyper fort, en fait, de dire: «Ah là, mais il y a ça qui a surgi, c'est venu de moi». Enfin, c'est vraiment, hyper bénéfique, quoi. Donc dans le trauma, oui, alors il y a des approches qui invitent à le faire revivre et cetera, mais dans ce que vit la personne dans le présent, si on lui permet d'aller explorer, par l'essence d'exploration, va venir ce qui est juste pour elle. Parfois, ça va impliquer d'aller, bichonner la part qui a vécu le trauma, voilà, sans forcément aller le revivre directement, ça va, mais tout viendra de la personne. Et ça, c'est pour ça que je me suis mise à cette manière de pratiquer-là, parce que comme tout vient du consultant, je me dis: «Bah, c'est juste, forcément c'est juste». Voilà, donc sur, ce sujet des résistances, en bref, heu, elles font partie de l'accompagnement, c'est OK, on n'est pas des magiciens, on est juste là pour accompagner les personnes à mieux traverser les freins qu'elles rencontrent. Enfin voilà, en tout cas moi, je me positionne comme ça, chacun, mais et aller les explorer en séance, c'est top. Alors le souci par contre, oui, j'avais noté ça, le problème, c'est quand la personne ne veut pas aller en séance, s'il y a pas, de séance, possible, parce que le frein est trop important, et ben, dans ce cas, on va rester, sur des entretiens d'écoute, et puis quand la personne sera prête, on pourra, y aller ensuite. Voilà, je remercie tout le monde, pour, votre présence. Si vous avez envie de travailler, sur des séances d'exploration avec une approche globale, fondamentalement humaniste, une approche centrée sur le consultant et non pas sur les problématiques, et donc développer des accompagnements plus longs, parce que ça aussi, l'hypnose, c'est thérapie courte. On peut accompagner des gens sur des problématiques profondes pendant un certain temps. C'est tout à fait OK, et du coup, c'est aussi très bien, en tant qu'accompagnant, d'avoir des clients, qui travaillent, avec nous en profondeur. Enfin, en tout cas, moi, j'aime travailler comme ça. C'est aussi bien pour, notre, stabilité dans l'activité, hein, faut le dire clairement. On peut ensuite aller plus vers des programmes et cetera. Si vous avez envie de travailler là-dessus,
J'ai une formation pour ça, ça s'appelle Clarté, je vous délivre ma démarche. Je l'ai appelée Explore, faut lui donner un nom parce qu'elle est voilà, c'est basé sur de l'exploration. Il y a aussi intuition, séance, induction, hypnorelaxation, petite formation courte, mais pour ceux qui ont envie de retravailler ça et puis du coaching, du suivi, il y a le club, par exemple, qui fait de la supervision professionnelle et de l'aide au développement d'activités, les 2 en même temps, puis du coaching, des séances, enfin voilà, j'accompagne aussi. Donc à votre service, si ça vous tente, vous savez où me contacter. Merci à tous pour vos partages, votre présence. Merci Jean-Pierre. Des super formations très complètes. Oui, tu as fait les 2, exactement. Et tu as fait l'atelier exercice aussi. Oui, j'ai oublié le petit atelier exercice. C'était chouette. Merci à tous. J'espère vous retrouver bientôt. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées, des envies, je ne sais pas, pour d'autres réunions. Voilà. Alors après, souvent, ce qu'on me dit, c'est moi, j'aimerais bien travailler sur le trauma. Moi, j'aimerais bien. Mais moi, bon, je veux bien, mais si vous voulez, je ne suis pas spécialiste de problématiques, moi. Parce que mon approche, elle est centrée sur le consultant. Donc, je peux vous donner des trucs de comment, sur des exemples concrets. Je vais pouvoir vous dire, bah là, oui, je pourrais faire ça, ça, ça. Mais en fait, je le change à chaque. Enfin, comment dire? L'accompagnement, il est sur mesure. Donc, je ne vais pas vous faire une conférence sur le trauma. Je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Je vais vous donner 2, 3 billes parce que je peux accompagner toute personne qui vient avec sa problématique, mais je ne suis pas spécialiste d'une problématique. Vous voyez le truc? Après, je ne suis pas fermée au fait qu'on travaille ensemble sur le tabac, par exemple, si ça vous dit, dites-moi. Mais voilà, je ne vais pas me poser en tant que. Alors moi, voilà mon approche. Non. Par contre, je veux bien partager avec vous nos approches, nos manières de faire sur différents sujets. Dites-moi ce qui vous intéresse. Est-ce que ça intéresserait certains qu'on fasse une séance d'exploration ensemble avec une personne Ouais, je vois des oui. Ouais, ok. Quelqu'un qui se prête au jeu, quoi. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne une problématique, une vraie, parce qu'on va pas faire semblant, et que on fasse une séance d'exploration ensemble, par exemple. Voilà, je sais pas, enfin, si vous avez des idées, des envies, vous me dites, parce que moi, je sais pas toujours. Puis je vais me répéter, hein, toujours le même message, toujours la même manière de travailler, même si elle évolue. Donc dites-moi, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas. Voilà, vous trouverez mon mail, vous avez par Facebook, par voilà. N'hésitez pas, hein, les contacts, moi j'aime bien, au contraire. Mettez-moi des petits messages, ça me fait toujours plaisir, avec des petites suggestions. Voilà, moi j'ai toujours super plaisir à retrouver mes collègues, parce qu'on est quand même souvent seuls. Voilà, et du coup, ce serait chouette de pouvoir mettre des réunions régulièrement, mais au bout d'un moment, je suis là, ouais, bah, qu'est-ce qu'on va, enfin, sur quoi, en fait, vous voyez? Si je mets pas de thème, ça va partir dans tous les sens, un peu problématique. Donc, l'exploration, ok, c'est vrai, aussi. On peut, oui, c'est vrai, mais ça veut dire que quand même, il y a au moins une intention à l'exploration. C'est-à-dire, on part en exploration, quelle est ton intention? Au moins ça, voilà. Après, ça peut aussi être profiter de ce genre de séance pour un petit truc qui coince, un petit truc qui est pas cool. Bah voilà, vous pouvez profiter de ça, ou on peut profiter de ça. Je sais pas comment on peut procéder, si c'est moi qui fais, si quelqu'un veut le faire, on verra. Ok, il y a plusieurs personnes pour l'exploration, c'est cool. Ben, si ça vous dit, on peut se faire ça. J'y réfléchis. Dites-moi même, allez carrément si vous avez des idées de modalités. Est-ce que certains ont envie, vous, en tant que praticien, de le faire, ou est-ce que vous voulez que ce soit moi qui le fasse? Ah, tu voudrais voir ma manière? Ben voilà, comme ça tu réponds à ma question avant que ça marche. Ok. Alors, ben, je vais programmer ça pour la prochaine. Tiens, on va faire ça. Et au plaisir de vous retrouver. Bon après-midi à tous.